Ah, le Vanuatu, les Bahamas, Palaos, les Seychelles, le Panama et j'en passe. Vous l'avez compris, aujourd'hui on va parler paradis fiscal et des ETNC, ces fameux États et territoires non coopératifs. Puisqu'il y a des mesures spécifiques et très restrictives qui peuvent s'appliquer, on va voir lesquelles et on va voir également si elles s'appliquent vraiment à tous les États classés comme ETNC. Alors effectivement, c'est l'article 238 OA du Code général des impôts qui va fixer la liste des États et territoires non coopératifs. Et d'ailleurs, il va falloir avoir une lecture très attentive de cet article parce que selon sur quel alinéa vous serez classé comme un ETNC, les mesures pourront ou pas s'appliquer. Puisqu'effectivement, quand on pense ETNC, on pense tout de suite à retenue à la source de 75% sur les dividendes versés à un non-résident, les salaires versés à un non-résident, les profits immobiliers des non-résidents, les plus-values mobilières des non-résidents ou sur le versement d'intérêts à des non-résidents. Mais également l'absence de pouvoir bénéficier de certains régimes, type le régime Murphy, les dispenses de retenue à la source sur les revenus réputés distribués, l'article L62A du LPF, voire même la fermeture du PEA et le renforcement des mesures de contrôle de fiscalité internationale, notamment au titre de l'article 57, 209B, 123 bis, 238A et sur les obligations documentaires en matière de prix de transfert. Alors on pourrait se dire que c'est quand même compliqué de faire des opérations avec ces territoires puisque les mesures sont très restrictives. Mais on va voir que finalement c'est pas si problématique que ça. Puisque comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, il faut faire attention à la rédaction en tant que telle de l'article 238 OA qui classe les ETNC, et notamment l'alinéa qui permet le classement de l'ETNC. Alors pour faciliter sa lecture, on a un arrêté qui est publié chaque année, par principe en février, qui va nous lister effectivement les États et territoires non coopératifs, et notamment le motif qui va justifier l'inscription. Et on voit que selon les pays, le motif n'est pas le même. Vous avez le B du 2 et le 1 du 2 bis de l'article, ou alors le B du 2 et le 2 du 2 bis de l'article, ou le 1 du 2 bis de l'article, ou alors le 2 du 2 bis de l'article 238 OA du Code général des impôts. Et on voit qu'il y a quand même la majorité des États qui sont classés comme ETNC en application du 2 du 2 bis de l'article 238 OA du Code général des impôts. Et on va voir que ça a une importance particulière. Puisque si on lit précisément justement en matière de retenue à la source ce qui est marqué et comment on peut appliquer les retenues à la source, on voit que le taux de 75% va s'appliquer aux ETNC, qui sont États et territoires non coopératifs au sens de l'article 238 OA, donc là on a un classement général, mais autre que ceux mentionnés au 2 du 2 bis du même article 238 OA. Et on voit que cette mention est répétée dans tous les mécanismes de retenue à la source qu'on a mentionnés à l'écran. Donc c'est pour ça que c'est important de se dire que finalement, si votre pays avec lequel vous avez des activités est classé uniquement en application du 2 bis de l'article 238 OA, ces mesures ne vont pas s'appliquer, plus qu'elles s'appliquent aux autres États classés comme ETNC, mais au titre des autres alinéas de l'article. Donc c'est un grand soulagement pour la plupart des pays qui sont classés comme ETNC, puisque la plupart des mesures anti-abus ne vont pas s'appliquer. Et notamment, on pense au Panama, qui a changé d'alinéa sur son classement ETNC au titre de l'article 238 OA, et qui est maintenant juste classé en application du 2 bis du 238 OA du CGI, et sur lequel les mesures les plus restrictives ne s'appliquent plus. Bien sûr, si les pays sont classés ETNC au sens général, qu'importe l'article, il y aura toujours les mesures restrictives, notamment en matière de contrôle fiscal international. Donc c'est toujours à vérifier dans chaque article ce qui peut arriver quand même. Donc c'est pour ça qu'il faut avoir cette lecture attentive sur quel alinéa votre pays sera classé. Et bien sûr, vous pouvez vous aider de la liste qui est mise à jour chaque année et qui va recenser au titre de quel alinéa le pays est classé ETNC. Ce qui va faciliter la lecture d'application des mesures. Tout en sachant que la liste fait suite à la propre liste de l'Union européenne, qui est publiée en général fin octobre de l'année précédente et qui permet déjà d'avoir un premier panorama des futurs pays classés comme ETNC, et notamment on peut penser prochainement à la Russie. Mais en tout cas, chaque année, il faut quand même faire une actualisation des pays qui sont publiés
pour savoir si l'État est toujours classé comme un ETNC et ensuite sous quel motif il a été classé ETNC pour savoir quelles sont les vraies mesures qui s'appliquent en tant que telles. Donc ensuite, maintenant que vous savez qu'il faut bien regarder le motif justifiant l'inscription, il faut savoir également qu'il y a des clauses de sauvegarde qui vont s'appliquer. Puisque ce n'est pas parce que vous êtes classé ETNC que le monde s'écroule. Tout d'abord, il faut bien rappeler que si, par principe, vous avez des revenus et des flux entre la France et un ETNC, la convention fiscale, si elle existe bien sûr, va s'appliquer et limiter justement l'application de ces mesures restrictives, même si on voit que dans la plupart des pays qui sont classés comme ETNC, malheureusement, il n'y a pas de convention fiscale. Mais ce qui était le cas, par exemple, du Panama, jusqu'à être sorti des mesures les plus restrictives, vous pouviez quand même appliquer la convention fiscale parce qu'il existait une convention fiscale. Et également, vous pouvez voir que dans chaque article, il est bien mentionné, à la fois autre que ceux mentionnés du 2 bis du même article, il y a aussi une clause de sauvegarde spécifique qui vise, sauf le débiteur, qui apporte la preuve que la distribution des produits, enfin des revenus, n'ont ni pour objet ni pour effet de permettre, dans un but de fraude fiscale, la localisation dans un ETNC. Et vous allez voir que c'est répété dans la plupart des articles, à chaque fois cette clause de sauvegarde, avec un objet et un effet autre que la localisation des revenus ou produits dans l'ETNC. Ce qui vous permettra d'échapper aux mesures restrictives. Et bien sûr, la question va être de comment justifier l'objet et l'effet autre que la localisation des revenus dans l'ETNC. Et selon les dispositifs, vous aurez des explications et la doctrine administrative qui va commenter justement l'application du régime, notamment sur l'absence d'intention du débiteur de localiser les sommes, la comparaison objective entre le montant du gain résultant des avantages fiscaux tirés de l'implantation dans l'ETNC et celui tenant aux avantages d'une autre nature. Et il y a certains exemples qui sont donnés, notamment lorsque vous faites appel à des sociétés dans des ETNC, et sur lesquels vous pourrez justifier ou non de la réalité des prestations, de la normalité aussi des honoraires versés avec les sociétés. Bien sûr, le travail sera beaucoup plus délicat si vous êtes entre sociétés liées et qu'il n'y a pas d'autre effet que fiscal que de mettre en place ce montage. Mais l'administration fiscale permet quand même de faire appel à des ETNC. À partir du moment où vous pouvez justifier l'intérêt de faire appel à un intermédiaire, notamment dans un ETNC, que la prestation est réelle, que l'activité de l'intermédiaire dans l'ETNC est réelle, et que vous aviez un vrai intérêt à faire appel à ces sociétés. Donc il faudra bien regarder, selon l'article où vous êtes, quelle est la justification de l'objet et de l'effet, notamment si vous devez et du caractère d'opération réelle, pour pouvoir échapper également aux mesures restrictives applicables aux ETNC. Donc finalement, on voit qu'il y a plus de peur que de mal, puisque la plupart des mesures ne pourraient pas s'appliquer si vous avez bien des opérations réelles, à la fois si votre pays est classé dans le bon alinéa de l'article qui lui permet d'échapper à la plupart des mesures restrictives, et ensuite, si ensuite il y a une convention fiscale qui pourrait s'appliquer entre la France et le pays, ou alors si vous pouvez prouver que la distribution de revenus ou de produits correspond à une opération réelle ayant un objet et un effet autre que la localisation de revenus dans le TNC. Donc voilà, on a terminé sur cette vidéo. On espère que ça va vous aider à clarifier l'application des flux avec les paradis fiscaux et les ETNC. Et nous, on reste à votre disposition pour répondre à vos questions en commentaire et à vous former et informer en fiscalité.